pense que la question de l'argent est clé, parce que quand c'est le fantasme de l'argent, ça ne marche pas. Je dirais, pour acheter une boîte qui va entre 1 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, disposer au minimum de 2, 3 ou 400 000 euros. Donc, il allait racheter une boîte à un type avec son parcours à HEC Harvard, et le type arrive et dit bonjour. Voilà ce que j'ai fait. D'accord. Quelqu'un qui est bien dans un grand groupe a des moyens, un confort de vie, des interlocuteurs de grande qualité, et ça c'est très précieux. Je vivais dans un certain confort de vie, tu te rappelles, voiture de fonction, chauffeur, que voulez-vous avoir pour déjeuner, monsieur Rostand, aujourd'hui, vous invitez qui? Dans notre système, 70% de ceux qui suivent nos formations reprennent une boîte, et il n'y a que 10% des boîtes reprises au bout de 5 ans qui se plantent. Un épisode un peu particulier aujourd'hui, puisque je ne reçois rien d'autre que mon père, l'original dont je ne suis que la pâle copie. Et on va parler de reprise d'entreprise et essayer d'élargir vers des sujets un peu plus civilisationnels si le temps et les arguments nous en laissent la liberté. Ma question, papa, toi qui t'occupes d'un organisme de formation qui aide à la reprise d'entreprise, on sait que c'est un sujet qui arrive régulièrement dans la carrière des cadres passé un certain âge et une certaine expérience. Et donc toi, tu vois passer tous les ans 600 personnes qui cherchent à reprendre des boîtes. Et ma question, c'est quelles sont les erreurs communes que tu repères chez tous ces candidats à la reprise? Alors, le profil moyen le profil médian, disons, de ceux que nous formons, c'est en effet entre 40 et 45 ans, avec, je dirais, une amplitude qui va de 30 à 60, mais à 60 ans, on ne reprend plus seul, on reprend à fonctionner avec son successeur, ayant en général un beau parcours économique et des moyens. Parce qu'on n'est pas dans le cas de la création, où une idée, des financements, start-up, etc., que tu connais mieux que moi, permet de faire avancer ce type de projet. Là, on est dans la reprise, donc d'un système qui a sa viabilité économique, qui peut éventuellement évoluer, mais enfin, un modèle qui fonctionne. Et donc, il y a des outils, des services, un fonds de commerce qui existent, et ça vaut de l'argent. Donc, ça nécessite d'être crédible vis-à-vis de l'écosystème, les banques, la BPI, et puis le cédant, bien sûr, et donc de disposer d'un peu de moyens. Donc, notre public, c'est ça, c'est un public de gens plutôt formés et qui peuvent, je dirais, pour acheter une boîte qui va entre 1 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, disposer au minimum de 2, 3 ou 400 000 euros. Donc voilà. Et c'est évidemment un rêve que beaucoup caressent. Ils viennent la plupart du temps nous voir à un moment où ils ont eu un accident de carrière, comme moi-même. Oui, n'est-ce pas ? bien sûr. Et puis se disent c'est le moment d'acquérir une certaine liberté et de se lancer là-dedans. Et ça, je le comprends très bien, parce que ça apporte des joies, des satisfactions et en même temps des emmerdements à nul autre pareil. Alors, ce dont je me méfie. Voilà. D'abord, ce sont les gens qui ont une formation qui, par le passé, ne les a pas prédisposés à ça. Ok. Bon, je n'ai absolument pas de jugement de valeur. Okay. Et néanmoins, quelqu'un qui a été toute sa vie dans la fonction publique, voilà, qui a été dans l'enseignement, qui a été dans des univers protégés, où l'irresponsabilité est la règle, et où, évidemment, et où on s'enfonce dans ses biais cognitifs pour répéter ce que le voisin dit, pour être surtout politiquement correct et pas faire de vagues, ne connaît pas le risque. Ne connaissant pas le risque, ce n'est pas la peine de l'y entraîner. Bon. J'ai des cas extrêmes que j'ai été obligé de prendre, et tu comprendras pourquoi. J'ai eu comme candidate que nous avons pris, qui s'est formée, une jeune fille de 35 ans, ingénieure en chef au corps des mines, sur le super fast-track, qui voulait reprendre une TPE. Alors, je lui ai fait comprendre que ça me semblait un peu, je dirais, décalé par rapport au potentiel qui était le sien. Assez peu pertinent. Comme tu sais, j'ai eu deux beaux-frères, l'un inspecteur des finances, l'autre ingénieur en chef au corps des mines, qui m'ont toujours considéré comme un sous-crétin et illettré. Voilà. Avec bon. ni faux ni vrai. Ni faux ni vrai. Mais donc, ils n'acceptaient pas que eux, avec leur posture, puissent se voir contester des arguments de bon sens. Mais juste comment une personne de 35 ans qui est sur la fast-track de la fonction publique décide de reprendre une PME ? Le rêve. La fortune immense, l'immense fortune. Talent débarquant à Paris. Donc, ce premier profil, on l'évacue pour leur bien et le nôtre.
Le deuxième profil, c'est le manque de bon sens. Ouais. À savoir, j'ai envie de prendre une boîte qui a du sens dans le développement durable, à impact. Et alors là, mon propos immédiat est de dire, la première des choses à faire, c'est de racheter une boîte qui vous paye, que vous pouvez vous payer. Ouais. Évidemment, si vous n'avez pas envie d'acheter une boîte qui déverse du fioul dans les canaux, ça peut se comprendre. C'est peut-être certains le feraient. Ça, je peux comprendre. Mais des gens qui rêvent de changer le monde, leur planète, en même temps que de trouver un job. Deuxième truc. Et puis, il y a ce rapport, je dirais, quand on a évolué dans des milieux politiques, il y a vraiment ce rapport au risque, à la capacité d'aller au fond des choses, alors qu'en général, ils ont plutôt des structures qui leur préparent les dossiers, à revoir les priorités qui doivent être les leurs. C'est-à-dire, je citerai 2 ou 3 exemples. Et ça c'est important. C'est un chemin d'humilité. Et je dirais qu'une belle métaphore historique, c'est celle de Magellan, dans Zweig. Arrivé en bas de l'Argentine, abandonné par la moitié de son équipage, qui mesure, et on voit très bien le moment psychologique, est-ce que j'y vais ? Il ne dispose pas de tous les éléments d'appréciation. Il sait très bien que c'est probablement là, le chemin, la voie, la vision, mais il y va. Et l'entrepreneur, c'est ça. Celui qui reprend, il n'aura jamais tous les éléments d'appréciation, et puis à un moment, il a la vision, il y va. Alors, quelques exemples... Et ceci aussi se joue dès le début dans la relation avec le cédant. Je vais choquer tes oreilles chastes. Et bien Madame sûr, ta mère et ce serait peut-être la première fois, d'ailleurs. C'est la première fois. Nous avons un intervenant qui est un témoin dans ces formations. Qui est passé par la formation, qui est passé par le processus de reprise, dont etc. le parcours est le suivant. HEC Harvard à 35 ans. Pas Super mal. fast-track. Et il a repris des boîtes dans des domaines un peu différents qui se passent très bien. Il intervient chez nous depuis une quinzaine d'années pour raconter son histoire. Et je vois, je dirais, un public qui n'arrive pas à comprendre au second degré quand il raconte que quand il est allé voir son cédant, celui-ci est allé devant lui ses goodies, qui étaient des braquemars, sextoy. D'accord. Est-ce que tu en as... non, à une autre époque, il y a une dizaine d'années. Oui. Bon, voilà. Donc, il allait racheter une boîte à un type avec son parcours à HEC Harvard, et le type arrive et dit bonjour. Voilà ce que j'ai fait à D'accord. À certains de ses clients, et c'était probablement un détraqué. Mais le message, c'est pas celui du détraqué, c'est de dire, il faut que je fasse preuve d'humilité, cette boîte est superbe, ce mec est un peu cinglé, mais il me teste. Il voit très bien quel est mon parcours, le mec qui vend n'avait pas du tout de diplôme, n'avait même pas, etc. Et il s'est dit, on va voir s'il accepte, non pas de partir avec un... etc. Oui. Et peut-être l'histoire le dira, mais mais l'intention de dire... Le premier, c'est le chemin d'humilité vis-à-vis du cédant. Et ça, c'est ce que j'essaie de leur expliquer. Le deuxième, un échec retentissant, c'est un type, une grande école de commerce, un beau parcours chez Nestlé, je ne sais pas quoi, Procter, etc., rachète une boîte d'abri de jardin. Alors, qui avait un problème industriel, le fondateur, un Roumain, faisant fabriquer et sous-traiter en Roumanie. Dans un contexte, je dirais, de contraintes réglementaires un peu souples. Oui, on imagine. Et financières et fiscales très, très souples. Donc, le problème ce qui participait à la rentabilité, j'imagine, de cette entreprise. À géométrie variable. Exactement. Et donc, le type, au lieu de s'intéresser au processus industriel, a voulu créer une nouvelle marque. Intelligent. Alors qu'il vendait en marque blanche à Leroy Merlin. Ah oui, d'accord. Voilà. Il a voulu créer sa marque premium, on imagine. Donc, faillite. Faillite. Donc, je veux dire, c'est le manque de bon sens. Voilà. Et au fond, c'est comme pour un cabinet de recrutement en 5 minutes, 10 minutes, on voit si ça peut marcher, on essaie de se dissuader. Je ne porte pas de jugement de valeur. Quelqu'un qui est bien dans un grand groupe a des moyens, un confort de vie, des interlocuteurs de grande qualité, et ça, c'est très précieux. Il faut qu'il comprenne qu'il va faire des choses humbles, aller au fond des choses. Moi, quand nous étions dans notre affaire de formation, il m'arrivait de me lever à 5 heures du matin pendant une quinzaine de jours pour préparer les relances pour récupérer de l'argent à l'extérieur. Donc, alors que tu avais eu un parcours corporate pareil, comme les... Non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est le miroir avec les repreneurs que tu vois passer.
c'est que pendant 25 ans, tu as eu un parcours... Oui, où je vivais dans un certain confort de vie. Tu te rappelles, voiture de fonction, chauffeur, que voulez-vous avoir pour déjeuner, monsieur Rostand, aujourd'hui, vous invitez qui J'étais décoré, tout ce qu'on veut, etc. Absolument. Et puis ça s'est arrêté de mon fait. C'était en réalité, comme disent les Grecs, c'était le kairos, c'était le moment. Tout à fait. Et voilà, et puis donc on a fait cette aventure où j'ai eu la chance d'être accompagné par Madame ta mère, qui est un personnage d'exception. Absolument, et sans qui rien de tout ça ne serait possible. Absolument. Donc voilà, c'est tout un mix de choses dans lesquelles il faut qu'on mette les gens, et dans notre système, 70% de ceux qui suivent nos formations reprennent une boîte, et il n'y a que 10% des boîtes reprises au bout de 5 ans qui se plantent. Ouais, donc c'est que la sélection permet de... Moi, n'est-ce pas, le con, le très beau con, le très très beau con, ça, on le renifle. L'énarque, du coup, oui. Non, pas forcément. Alors, l'énarque. J'ai eu un candidat, X Pont ENA, camarade de promo de Manu. Celui qui reçoit des baffes, là. Oui, bien sûr, évidemment. Eh bien, il est venu me voir, je veux reprendre une PME, les grands groupes. Il était dans la M&A, dans une grande banque, pas au top niveau, pas non plus. Mais je lui ai dit, vous avez flanqué la trouille à tout le monde. Arrêtez, faites la même chose chez quelqu'un d'autre. Manque de bon sens. C'est ce qu'il a fini par faire. Bon, voilà, enfin, c'est tous ces mélanges de choses. Et puis, c'est une envie. Hein, les profils sont différents, les histoires sont différentes. Il ne faut pas non plus, je dirais, aller dans un métier trop loin de sa zone de confort en termes d'expérience. Si vous n'êtes pas un ingénieur, vous ne faites pas de l'électronique. Si vous n'avez jamais fait du marketing, vous n'achetez pas une boîte de bouffe. C'est marrant parce que tu vois, moi qui suis... Il y a pas mal de points communs entre ce que tu fais et ce que je fais. C'est que quand j'ai des personnes qui m'appellent pour me demander, pour dire je voudrais venir vivre à Barcelone et je veux et déménager et trouver un boulot qui me paye le même prix que Paris et trouver un grand appart, etc., etc., je vous dis, on ne peut pas et déménager et trouver un boulot. Soit tu viens avec ton boulot et tu déménages, soit tu déménages sans ton boulot et tu trouves sur place, qui est compliqué parce que c'est Barcelone. Donc, et là, je retrouve la même chose dans ce que tu dis, c'est que tu ne peux pas reprendre une boîte en venant d'un grand groupe et avoir les mêmes conditions du grand groupe, ni avoir en plus une nouvelle industrie, un nouveau marché. C'est-à-dire que tu ne peux pas prendre un pari sur tous les fronts. Exactement. Et les gros plantages sont le fait de gens qui ont trop d'argent, qui n'ont pas peaufiné ça et qui n'ont pas fait ce travail préalable de ce que l'on appelle la fiche de cadrage, enfin cadrer un projet par rapport à sa psychologie, son histoire, etc. Nous-mêmes, avec ta mère, nous avons pris des affaires dans le domaine de la formation et on en a créé, mais il y avait quand même un lien international par rapport à mon parcours, par rapport à nos histoires à nous, et voilà. Et puis par rapport à la conduite d'entreprise, parce qu'il y a aussi ces gens-là qui sortent de grands... Toi, tu étais dans des boîtes, tu étais déjà dans les boîtes, tu n'étais pas dans une position de management, fût chez Procter, chez Unilever, où tu n'es quand même pas le patron. Et ça, je pense que la conduite d'entreprise, c'est encore autre chose. Et quand tu n'as jamais conduit d'entreprise, ça s'apprend toujours à la dure. Voilà, il faut quand même avoir une vision, à quelque niveau que ce soit, de sa boîte, de son avenir, de ses enjeux. Et c'est évidemment un peu contre-intuitif par rapport à ce qu'on apprend dans les grands groupes. Ouais. C'est même complètement... En fait, c'est complètement l'inverse, parce que la conduite d'une entreprise, c'est un chemin d'humilité, ce qui est quand même l'inverse du chemin de gloire, pour autant que ce soit un objectif, mais du chemin de gloire d'un grand groupe, où plus tu avances, moins tu es proche du business, plus tu es proche d'enjeux stratégico-politiques, et donc moins tu travailles à 5 heures pour faire des relances, et moins tu es proche du business, qui est un truc que je conseille aussi aux gens qui commencent leur carrière, c'est d'être proche du business, proche de là où est l'argent. Et plus tu montes dans un grand groupe, plus tu es loin du vrai argent, plus tu es près des grandes décisions qu'on impacte, mais moins tu comptes les sous derrière la caisse. Et du coup, du jour au lendemain, tu te retrouves à être derrière la caisse à compter les sous. Absolument, et à aller dans le détail très fin du contrôle des coûts, qui n'est pas quelque chose à laquelle tu es habitué. Mais je dirais la leçon aussi de tout ça, que nous sommes dans une société, dans une civilisation, dans un pays, etc., où un certain nombre de compteurs, que ça s'accélère dans le mauvais sens. Globalement, c'est compliqué. Tout est assez compliqué. Il n'en reste pas moins qu'il y a des aventures individuelles là-dedans qui peuvent être exceptionnelles et de manière tout à fait
inattendu. Nous avons dans notre activité, toutes les années, une sorte de convention, symposium avec des lauréats. Et 2 des lauréats ont un parcours particulier. Le premier a trouvé sa boîte qui était dans la métallurgie très fine pour des entreprises aéronautiques grâce à son curé. Engagé dans l'église à Compiègne, il va voir son curé en lui disant « j'ai envie de racheter une boîte » et le curé lui dit « ah bah tiens, l'autre paroissien, etc. » Un autre qui a une réussite remarquable dans la formation pour les handicapés dans la fonction publique. Sujet difficile. Il a été pendant 15 ans aux finances du diocèse de Rennes. Ouais. Ça ne vous prépare pas. Ouais. Mais néanmoins, l'attention aux autres, le fait de ne pas se mentir, n'est-ce pas? Et la sincérité a emporté l'adhésion. Enfin, il y a d'autres exemples dans d'autres univers. Ça m'a frappé parce que c'était vraiment très très loin du truc. Hein. Oui, ce que tu retiens, c'est que en fait, ce à quoi vous formez vos repreneurs, c'est quand même il y a certainement des choses très techniques qu'ils ignorent parce qu'ils n'ont pas été confrontés à ça. Et puis il y a aussi tout l'état d'esprit de ce que c'est que de reprendre, qui est un chemin d'humilité et qui est un peu. Alors c'est là que ça fait un pont avec ce que moi je vis depuis 20 ans dans la tech, ce qui est quand même un peu à la fois ce qui manque et en même temps ce qui te rattrapera toujours. Alors, comment dit-on, les recettes, les fondamentaux, les ressorts psychologiques sont éternels. Il n'y a pas de meilleure description du VRP que Gaudissart dans Balzac. Il n'y a pas de, je dirais, de meilleure, il n'y vaut aucune allusion, mais il y a description du moment où l'adultère se prépare que dans Madame Bovary ou dans Anna Karénine. Je dirais que les ressorts psychologiques, le rapport à l'argent de Balzac, qui s'est toujours voulu gagner de l'argent, toujours planté, parce qu'il n'a jamais été au fond des dossiers qu'il voulait entreprendre, qui mettait de l'argent qu'il empruntait, mais il ne regardait pas ce que les autres faisaient avec son argent. Bon, tout ça, ça se répète. Ouais. Et je dirais que de ce point de vue-là, les cycles font que les méthodes de management évoluent. Il y a des grandes constantes quand même. Hein. C'est ça qui est intéressant à voir dans l'histoire. Et est-ce qu'aujourd'hui, parce que j'ai 2 questions, c'est est-ce qu'aujourd'hui, tu repères le chemin qu'auront les repreneurs beaucoup plus rapidement depuis 4 ou 5 ans que tu t'en occupes? C'est-à-dire que dès que tu vois le type rentrer dans le bureau, le type ou la femme, tu sais déjà à quoi t'en tenir. C'est-à-dire tu sais non seulement si elle fait ça, il ou elle fait ça pour une bonne ou une mauvaise ou une bonne raison, et ensuite, quel sera son parcours ensuite? Alors, je dirais que on finit par avoir l'intuition de ce qu'il faut dissuader. Après, il y a la femme, l'homme, le marché, l'évolution du marché, l'imprévu dans l'histoire. Tu connais ce garçon qui a acheté une boîte de voyages thématiques et religieux, dont la moitié du chiffre d'affaires se passait en Terre Sainte, en Israël, la veille du 7 octobre. C'est l'imprévu dans l'histoire. Et ça, quel que soit son talent, c'était pas possible. Celui qui s'est lancé il y a 15 ans dans la fringue multimarque pour hommes ou pour femmes, quel que soit son talent, c'était cuit. Et je dirais que les éléments, 15 ou 20 ans, mais les éléments d'appréciation du marché n'étaient pas encore suffisamment perceptibles pour ça. Ce que je leur dis, c'est qu'il faut que vous soyez indépendants, ouverts vers l'autre, ne pas dépendre de l'État, ne pas dépendre des clients et ne pas dépendre des collaborateurs. Ce qui fait, effectivement, je connais ce sujet. Et alors, ce qui est intéressant dans le sujet d'un type qui rachète une boîte de pèlerinage 1 an et demi avant le 7 octobre, c'est le rebond. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui jouent dans le rebond, puisque tu vas te planter. Et je pense qu'il y a un truc, c'est marrant, parce que vraiment, en fait, on voit les mêmes types de gens. Moi, je vois des candidats à l'entrepreneuriat dans la tech, parce qu'en plus, la tech a ce côté magique qui fait qu'on va lever des fonds et que tout va se faire naturellement parce qu'on est un génie intrinsèque et que le monde va s'adapter à nous. C'est quand même non seulement la capacité à savoir de quoi on est capable là où on est mauvais, et puis le rebond, parce qu'on se plante tout le temps. Et la capacité de rebond n'est pas forcément quelque chose qu'on considère
avant de créer ou de reprendre une boîte. Parce qu'on peut créer un truc génial qui se plante pour tout un tas de facteurs exogènes. Qu'est-ce qu'on fait le lendemain? Musk s'est planté plusieurs fois, et voilà un génie, quel que soit en dehors de ce contexte. Moi, je me méfie beaucoup avec le temps, des dogmes, des idées reçues, des biais cognitifs, n'est-ce pas? Et on en revient à la notion du risque, etc. Il faut vraiment s'abstraire de tout ça, essayer d'aller au fond des choses, ne pas se faire intoxiquer par le dernier propos, le dernier machin à la mode, le truc où il faut aller, enfin tout ça. Et tu vois bien, enfin la vision spécifique de l'entrepreneur, elle est singulière. Oui, tu veux dire que donc les cadres, enfin les espèces de recettes magiques, ouais, ça ne marche pas. Et qu'est-ce que ça dit de notre époque et qu'est-ce que de cette volonté d'entreprendre? Parce que moi, je suis peut-être biaisé, et toi, de fait aussi, par tes fonctions. Parce que moi, je vois que des gens qui veulent monter des boîtes. Et avec tout ce qu'on vient de dire, de la difficulté que c'est, alors j'en ai monté et t'en as monté, ça dit quoi, je dirais, de quelque part notre déconnexion au réel de l'époque, qui vient certainement après-guerre d'une certaine facilité qu'on a eue. Parce qu'en fait, on se dit, je peux monter une boîte, me planter, pour toucher du chômage, je me rattraperai. Moi, je trouve que pour ceux qui réussissent, c'est qu'ils sont singuliers. Oui. Et pour ceux qui se plantent, c'est qu'ils sont dans le fantasme. Est-ce que notre époque n'a pas laissé trop de place au fantasme, au rêve, à la déconnexion avec le réel, qu'on est en train de se prendre dans la tronche, que ce soit les dettes, les enjeux géopolitiques, tous les sujets qui font la une de l'actualité, ne sont-ils pas un rappel du réel à notre bon sens? Alors, mettons de côté les personnalités d'exception, celles qu'on a évoquées, Pinault, Arnaud et autres, qui, dans quelque contexte que ce soit, exploseront. Ouais. Le patron de Zara, bon bref, pour prendre un exemple espagnol. Ceux-là, quel que soit l'environnement, ils réussiront. Ils réussiront, mais c'est une autre histoire. En fait, pourquoi les gens veulent être à leur compte? Il y a, je pense, un momentum, pour employer cette terminologie que je déplore un peu, civilisationnelle. Nous avons vécu, il y a, depuis 30, 40, 50 ans, la déconstruction des communautés. Les communautés d'entreprise, c'est-à-dire vous entriez chez Ron Poulenc ou à la Banque de France et on en sortait les pieds devant. Ouais. C'est fini. La fidélité n'est plus de mise du côté du patron, ni du côté de l'employé. Donc c'est fini. Il y a eu la déconstruction des structures religieuses, la déchristianisation de la France, des structures syndicales, le Parti communiste. Et donc les gens sont abandonnés à leur triste sort. C'est ce qu'évoque d'ailleurs très bien Jérôme Fourquet. Avec l'archipélisation, une dilution, une individualisation. Ça se manifeste par les habitudes vestimentaires, les habitudes d'habitat, le tatouage, enfin tout ça. Donc les gens sont très individualisés et nourrissent le fantasme que seul, il y a un fantasme prométhéen, je dirais, te dire, je vais être capable de faire comme les autres, ou de faire mieux, ou de faire mieux, parce que moi, il n'y a pas de raison que... Dans une société, en plus, en Europe du Sud, en France, en Europe du Sud, où il y a un certain rapport à l'envie et la jalousie de l'autre, il y a le fait d'être exemplaire. Et l'exemple, c'est pas de terminer sa vie à la Banque de France sous directeur des engagements, mais c'est de faire sa start-up. Le rapport, enfin bon, la probabilité que ça marche dans un cas est quand même inférieure. Je te fais pas de dessin. Donc il y a ce premier élément-là. Et puis, alors, c'est intéressant parce que dans les modes de management, ça fonctionne, je crois. Une société fonctionne lorsqu'elle a un rapport à la communauté et au groupe, je dirais, où la cohésion est importante. Ce qui est l'inverse de ce que tu viens de dire, ce que tu viens de caractériser. Voilà, c'est l'inverse. Donc, je dirais, lorsqu'on pense au cas de l'Allemagne, et après la défaite de 1806 Iéna à Auerstedt, la remise en cause de ce qui avait pourtant fait le succès des armées de Frédéric II, n'est-ce pas, un système extrêmement discipliné,
par les apports de Gneisenau et de Scharnhorst, ont préparé historiquement cette espèce comment dit-on, de capacité à gérer le consensus. Le chef décide, mais les équipes sont libres d'évoluer. En fait, et c'est comme ça que ça a fonctionné, c'est-à-dire que la communauté suit les directives, mais bon, peut faire preuve d'initiative, mais dans le cadre cadre de l'armée, dans le cadre des process managériaux et autres. Qu'est-ce qui s'est passé avec le développement des contrôles, des audits, des machins, des trucs, de la pression syndicale? C'est que la marge de manœuvre dans une société diluée est de plus en plus réduite. Donc il y a aussi ce goût-là de retrouver indirectement son propre destin et un rapport, je dirais, de responsabilité. Je ne sais pas si le rapprochement, tu vois, c'est joli. Bon... tout ceci évolue, change, mais et un autre élément, c'est que aujourd'hui, il y a une certaine. Je suis pas un révolutionnaire. Non. Tu l'as été. Oui, mais enfin bon, je ne veux pas renverser la société. Bon, j'ai eu des engagements, c'est autre chose. Mais comment dire, une société où il y a des gens qui sont, je dirais, azimutés, archipélisés, marginalisés face à des gens qui gagnent énormément d'argent par la finance, par des espèces, etc., où le rapport à l'industrie, à la création, se délite. Hein, ce qu'on voit faire de dessin est quelque chose de totalement mortifère. On voit un peu les conséquences aux États-Unis. Et je crois que dans la création d'entreprises, les gens qui fonctionnent, enfin qui viennent nous voir dans la reprise plutôt, ont ce goût de s'attacher à des projets concrets. C'est-à-dire de sortir, c'est pas forcément l'argent, même si c'est un peu ça, mais c'est de créer, d'avoir une responsabilité, et une responsabilité toujours lorsqu'ils réussissent vis-à-vis de la communauté que représente leur boîte. Oui, et donc, et je pense que la question de l'argent est clé, parce que quand c'est le fantasme de l'argent, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Dans ces cas-là, pour gagner vite de l'argent et courir un certain nombre de risques, il faut être dealer à Marseille-Nord. Hein. C'est ça. Ça va plus vite. C'est un conseil à nos auditeurs. Ça va plus vite. Alors, ça va plus vite dans tous les sens. Voilà. Ça va vite un coup de calage. On brûle la vie par les deux bouts. Enfin, bon... voilà. Donc, je dirais que c'est un mélange de choses, mais c'est assez passionnant parce qu'il y a, dans un monde vraiment pénible, politico-socialo, insécurité, éducation, tout fout le camp, il y a de belles personnalités et toujours des beaux projets, et tu dois en voir ici.